Bonjour chers téléspectateurs, merci de nous rejoindre sur Maïcha TV. Les offres de restauration aujourd'hui en Afrique sont diverses et variées. Elles partent des grands restaurants au maquis, en passant par les gargotes, les petits commerces installés au bord des voies ou encore dans les petits coins qui pullulent dans nos villes et villages, peu importe les conditions d'hygiène et de salubrité. Pris par la faim, chacun fait son choix en fonction de ses capacités et de sa surface financière. Cependant, la majorité de nos concitoyens sont condamnés à se restaurer auprès de la première vendeuse rencontrée sur leur parcours. Et généralement, les conditions d'hygiène sont sujettes à inquiétude, comme nous témoigne ce reportage. Suivons ensemble. Manger équilibré, varié et sain, c'est ce que recommandent les médecins nutritionnistes et diététiciens. Malheureusement, dans la majorité des cas, les Africains ont du mal à mettre en pratique ces recommandations. À chaque coin de rue et même à des endroits insoupçonnés, vous trouverez de quoi vous restaurer. Les Africains ont pris l'habitude d'offrir leurs services du matin au soir dans la restauration. Mais entre ce service et les conditions d'établissement, les clients ont souvent du mal à atteindre les lieux s'ils ne sont pas contraints par ce besoin physiologique qu'est manger. Laissez nos questions sur la page Facebook www.facebook.com/Maïcha Télévision. Une invitée sur le plateau de Ça nous concerne aujourd'hui, le docteur Fatou Diawara, médecin de santé publique spécialisé en épidémiologie. Bonjour docteur. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, quelles sont vos réactions après le reportage que nous venons de voir? Oui, à travers ce reportage, je vois un peu le paysage de ma ville. Je vois Bamako, où à chaque coin de rue à peu près, nous voyons on fait des vendeuses, nous voyons des petites gargotes. Et comme dans le reportage, les conditions d'hygiène n'y sont souvent pas respectées. Voilà, et ce qui pose un problème vraiment de santé publique parce que ça peut entraîner beaucoup de maladies. Ça, c'est vrai. Il paraît qu'il existe au sein de l'OMS un organe de régulation de ce secteur d'activité. Oui. C'est lequel et puis qu'est-ce qu'il fait concrètement? Ok. Donc, l'OMS est une organisation des Nations Unies qui s'occupe de la santé des populations et en accord bien sûr avec les gouvernements de chaque État. Donc, au sein de l'OMS, ils ont un département ou un service qui s'occupe des questions d'hygiène, d'assainissement, de salubrité. Et cette hygiène publique rentre dans ce cadre-là. Okay. Voilà. Et en général, les enfants sont les plus exposés à ce genre d'activité. Ils ne savent pas forcément où acheter de la nourriture dehors, comment acheter de la nourriture dehors. Quels sont les risques en fait pour eux? Voilà. En fait, tout le monde est exposé à ce risque. Les enfants, un peu plus que les autres. Et puis d'une grande gravité chez eux parce qu'ils sont plus fragiles que l'adulte. Et comme vous l'avez dit, ils ne savent pas trop quoi acheter et où acheter. Voilà, et comment consommer les choses. Et généralement, les vendeurs n'ont pas cette conscience de bien préparer, surtout quand ils savent que c'est pour les enfants. Ils ne s'y mettent pas beaucoup. Donc ces enfants peuvent faire des intoxications alimentaires, peuvent faire d'autres types de salmonellose, peuvent avoir peuvent avoir une fièvre typhoïde, peuvent avoir un certain nombre d'affections par rapport à ce qu'ils consomment. Et des fois, ça peut aller jusqu'au décès de l'enfant. On a une première question pour un premier téléspectateur en ligne. Allô? Allô? Oui, allô? Allô? Oui, allô, on vous écoute. Bonjour. Bonjour, madame. C'est Maïcha TV. Oui, vous êtes bien sur Maïcha. Oui, c'est Kidetiam à l'appareil. J'appelle de Dakar. Oui, madame, vous avez une question? Moi, je voulais participer à l'émission. Allez-y, vous êtes... Oui, allez-y. Alors, à quoi sommes-nous concrètement exposés? Peut-on attraper le choléra en mangeant dans ces lieux? Merci beaucoup. Merci à vous, madame Thiam. Alors, docteur, vous pouvez répondre à notre téléspectatrice? Oui. Donc, le choléra est une maladie à potentiel épidémique. On peut l'atteindre de la même manière qu'on peut atteindre une fièvre typhoïde, qu'on peut atteindre une autre toxi-infection alimentaire.
Donc, généralement, le choléra, on va le voir en période épidémique surtout, avec certains foyers. Et c'est vrai que si on ne contrôle pas l'alimentation que l'on a, on peut être fort exposé à ce risque-là. Mais rappelons que le cas particulier du choléra est très spécifique. Le choléra est très spécifique, oui. D'accord. Vous avez dit tout à l'heure salmonelle. Salmonellose. Salmonellose. Oui. Vous pouvez nous dire un peu qu'est-ce que c'est pour nos téléspectateurs? Ok. Donc, ces toxi-infections alimentaires sont dues généralement à une bactérie. Ok. Et cette bactérie s'appelle salmonelle. Ok. Voilà. D'accord. Voilà. Ok. Une autre question. Tout à l'heure, vous aviez parlé d'intoxication. Oui. Et en général, les enfants sont très exposés également aux intoxications alimentaires. Est-ce qu'il y a des gestes à faire en urgence lorsqu'on a un enfant sous les mains qui est victime d'une intoxication? La première des choses, d'abord, quand un enfant a une intoxication alimentaire, c'est d'abord de reconnaître les signes. Cet enfant va vomir, il va avoir des douleurs abdominales, il peut avoir des vertiges, il peut avoir une diarrhée. Donc, il s'agit pour vous de faire de telle manière que l'enfant ne soit pas déshydraté avant d'atteindre le centre de santé, donc de lui donner à boire. Voilà, parce que le traitement est très spécifique, souvent une antibiothérapie pour les enfants de moins de 2 ans. Et même au-delà, on peut utiliser l'antibiothérapie. Donc, il est mieux de se rendre au centre de santé, mais avant tout faire pour que l'enfant ne se déshydrate pas. Voilà. Donc, faire boire beaucoup d'eau à l'enfant avant d'arriver au centre de santé. Voilà, parce qu'il va perdre beaucoup d'eau en vomissant et en ayant sa diarrhée. D'accord. Nous avons un second appel. Allô? Allô? Oui, allô? Bonjour. Bonjour, monsieur. Il paraît qu'on peut attraper la fièvre typhoïde en se nourrissant dans de pareilles conditions. On n'a pas entendu votre question. Vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Il paraît qu'on peut attraper la fièvre typhoïde en se nourrissant dans de pareilles conditions. Merci, docteur. Vous répondez, s'il vous plaît? Oui. La fièvre typhoïde peut s'atteindre en s'alimentant dans des conditions similaires. C'est-à-dire que la fièvre typhoïde est due à une bactérie de la famille des salmonelles dont je parlais. Donc, elle s'appelle Salmonella typhi. Et elle se transmet, c'est l'homme qui en est le réservoir principal. Donc, le malade peut porter la bactérie, mais également, il y a des porteurs chroniques qui ont en permanence la bactérie avec elle. Donc, la fièvre typhoïde se transmet directement par, nous appelons ça de manière manuportée, c'est-à-dire à travers la main. En rappelant que la fièvre typhoïde est une maladie orofécale, c'est-à-dire que une substance ou une surface peut être souillée par un élément fécal qui contient la bactérie, et si vous l'ingérez, vous faites la maladie. Donc, elle se transmet directement ou à travers les aliments qu'un porteur sain ou un malade a manipulé sans avoir pris les conditions d'hygiène nécessaires avant. D'accord. Mais quelles sont les précautions à prendre pour éviter d'attraper la fièvre typhoïde? Ou si nous avons, par exemple, un malade de la fièvre typhoïde chez nous, qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas que toute la maison soit contaminée par cette fièvre typhoïde? D'abord, pour ne pas être contaminé par la fièvre, pour ne pas faire l'infection. D'abord, si on a la chance de préparer ces aliments soi-même à la maison, c'est de bien nettoyer toute crudité, de bien désinfecter toute crudité dans une solution antiseptique pendant au moins une quinzaine de minutes. Et si on prépare à la maison, il s'agit pour nous maintenant de bien conditionner l'aliment pour la conservation, de ne pas interrompre la chaîne de froid, faire sortir un aliment du frigo ou bien il y a une coupure de courant. Ce qui est très fréquent en ce moment. Voilà, donc le frigo dégèle et l'aliment est à l'intérieur, on le prend et on le consomme. Là, voilà. On peut être exposé à la fièvre typhoïde. Voilà, on peut être exposé à la fièvre typhoïde ou à d'autres salmonelles qui sont dues à des bactéries qui sont là pour ça. Voilà. Vous avez parlé, excusez-moi, vous avez parlé tout à l'heure d'antiseptiques pour nettoyer les aliments. Quels sont ces antiseptiques-là? En général, on nous dit de rajouter un peu d'eau de javel pour nettoyer les légumes. Est-ce qu'il en existe d'autres? Il y a la permanganate aussi, qui est disponible en pharmacie. Également Seulement en pharmacie, la permanganate? Bon, on peut trouver ça sur le marché, ça se vend sur le marché, mais moi je pense que pour être réellement sûr de la qualité, ou bien on va se fournir chez des fournisseurs agréés par l'État qui ont un certificat qui montre qui ont une attestation qui montre qu'on peut se servir chez eux sans risque, voilà, ou bien dans une officine de pharmacie.
D'accord. Donc maintenant, quand quelqu'un a la fièvre typhoïde dans une famille, comment est-ce qu'on peut s'arranger pour ne pas que tout le monde soit contaminé? Voilà. Donc, puisque la bactérie peut se retrouver sur son linge, peut se retrouver sur ses mains, tout ça, donc il s'agit de désinfecter régulièrement tous les habits de la personne. D'accord. De désinfecter, je ne dirais pas la personne elle-même, mais ses mains. Parce que, voilà, on a l'habitude ici de se serrer fréquemment les mains. Voilà. Et une personne qui serre les mains à une personne qui a la fièvre typhoïde, qui à côté prend un petit gâteau, un petit quelque chose, le consomme directement, peut attraper la fièvre typhoïde. Donc en fait, ce sont ces conditions d'hygiène qu'il faut respecter. D'accord. Et quels sont les symptômes de cette fièvre typhoïde? Comment cela se manifeste? D'accord. Donc la fièvre typhoïde, à une phase d'incubation, c'est-à-dire que la bactérie va se développer de manière très silencieuse dans l'organisme pendant 10 à 15 jours. Okay. Et ensuite, il y a une semaine qui est considérée comme la phase de début de la maladie. Au cours de cette semaine, la personne va faire une fièvre qui va aller de 39 à 40 degrés et de manière progressive. Et au 5e jour de la maladie, la température sera maximale, donc sera à 40 degrés. Donc la personne va présenter des céphalées, c'est-à-dire des maux de tête, va avoir des douleurs abdominales, va se plaindre de vertiges, aura un manque d'appétit. Voilà. Et ça, c'est aux phases de début. Et la semaine suivante, la fièvre ne redescend plus. C'est une fièvre en plateau à 40 degrés qui va persister toute la semaine et avec les signes qui vont continuer. Toujours les maux de tête, le manque d'appétit. Et un point essentiel, c'est que le patient, au lieu de dormir la nuit, a son rythme de sommeil inversé. Lui, il préférera dormir le jour, voilà, au cours de la journée, voilà, et la nuit, c'est l'insomnie totale, il ne dormira pas. Merci beaucoup, docteur Diawara. Il paraît que la fièvre typhoïde également, lorsqu'elle n'est pas détectée et traitée à temps, elle peut provoquer des perforations de l'intestin et beaucoup d'autres complications. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, tout à fait. Parce que la bactérie même va se développer dans un premier temps au niveau des intestins. Ensuite, va gagner les autres organes à travers le sang et va produire les signes que l'on connaît, les signes dont on vient de parler. Et s'il n'est pas traité à temps, on peut avoir des hémorragies digestives. D'abord, on aura du sang dans les selles et on peut également avoir une perforation intestinale qui est une complication assez grave. Mais il y a d'autres complications. On peut avoir des complications biliaires, on peut avoir des complications neurologiques allant même jusqu'à une méningite lymphocytaire. Quand vous dites complications biliaires en premier, qu'est-ce que ça signifie concrètement? Voilà, il y a la vésicule biliaire qui est là, qui produit de la bile, normalement. Et la bactérie peut se loger à ce niveau. Et cela se rencontre généralement chez les porteurs chroniques. Et qu'est-ce que ça empêche de faire concrètement? La personne ne pourra pas aller aux toilettes, la personne va vomir tout le temps? La personne aura beaucoup de difficultés à aller aux toilettes. Elle aura beaucoup mal au niveau abdominal. Voilà. Et en plus de ça, les autres signes vont continuer. Voilà, les autres signes vont continuer. Les autres complications? Les autres complications sont d'origine neurologique. Donc, je disais, la personne peut faire jusqu'à une méningite. Également, on peut avoir des complications cardiaques. Donc, la personne va faire une myocardite ou bien va faire un collapsus cardiovasculaire. Et également, la personne peut avoir des problèmes rénaux, des problèmes respiratoires également. Donc, il y a assez de complications autour de la fièvre typhoïde, d'où l'importance vraiment, dès les premiers symptômes, de consulter le centre de santé le plus proche. D'accord. Alors, chers téléspectateurs, vous avez une fièvre qui persiste, une fièvre de plus de 39 degrés, pardon. Il faut vous rendre tout de suite dans un centre de santé et faire les tests nécessaires pour vérifier si vous n'avez pas la fièvre typhoïde ou non, parce que c'est une maladie qui peut emmener à beaucoup d'autres complications et cela peut être dangereux pour vous. Comment se fait la prise en charge des malades de la fièvre typhoïde? D'accord. Donc, avant toute prise en charge, d'abord, il y a un bilan de confirmation qui est à faire. Donc, seulement une prise de sang que l'on fera pour voir si réellement c'est cette bactérie qui est en cause ou si c'est une autre bactérie.
On aura également à analyser les selles pour voir si la bactérie est effectivement présente au niveau des selles. Et cela se fera très généralement dans le cas des porteurs sains, donc dans les cas où la personne a des complications biliaires. Donc après cela, il y a un traitement qui sera instauré généralement à base d'antibiotiques. Mais ça, c'est au cas, c'est au médecin de juger, voilà, de quelle thérapie. Nous connaissons les médicaments qu'il faut donner, mais en fonction de l'état d'avancement de la maladie, le médecin va juger de quelle antibiothérapie il sera question dans le traitement de cette fièvre typhoïde. D'accord. Il paraît que la varicelle est une maladie qui ne revient pas. Est-ce que c'est le cas de la fièvre typhoïde, par exemple? Non. Pour la fièvre typhoïde, on peut faire des rechutes. Ok, d'accord. On peut faire des rechutes, d'où l'intérêt de vraiment faire garder à l'esprit qu'il y a des mesures préventives et de les respecter. D'accord, merci beaucoup, docteur. Oui. Je crois que nous avons une troisième question d'un téléspectateur. Allô, bonjour. Bonjour, madame. C'est Maïcha. Oui, vous êtes bien sûr Maïcha. C'est Olivia de Libreville. J'appelle pour savoir, est-ce que ça, les mairies là, ne peuvent pas assainir ces endroits ou bien même les renvoyer de là? Merci beaucoup, docteur. Je sais que vous ne travaillez pas à la mairie, mais bon, on va essayer de répondre à notre téléspectatrice. Est-ce que les mairies peuvent dégager toutes ces femmes qui vont aux abords des routes? Voilà, merci Hermine. Mais comme vous venez de le dire, je ne suis pas à ce niveau. Mais en tant que médecin de santé publique, je pense qu'il est essentiel que ces gens ne soient plus là. C'est vrai que c'est leur petit commerce, c'est leur source de revenus, mais il serait vraiment plus adéquat de les pratiquer dans les meilleures conditions d'hygiène pour préserver le consommateur, parce que je viens consommer parce que je suis en bonne santé. Si tout le monde tombe malade et reste à la maison, finalement le commerce ne va plus marcher. Donc je crois que les autorités communales doivent prendre certaines dispositions par rapport à ça, et je sais déjà qu'ils ont des dispositions par rapport aux gargotes qui vont visiter souvent au restaurant, aux pâtisseries, tout ça, fait qu'ils vont visiter, mais spécifiquement par rapport à ces vendeurs qui sont dehors, moi je crois qu'il faut faire quelque chose. Est-ce que vous êtes associé à ces visites de gargotes et autres? Parce que vous, en tant que médecin, la mairie vous contacte pour aller voir si ces dames-là sont installées de façon salubre et tout. Donc, au niveau de chaque région, et dans le district de Bamako, il y a une direction régionale de la santé. Et au niveau de cette direction régionale, il y a un service hygiène, un service d'hygiène qui est là. Donc, c'est ce service d'hygiène en association avec les mairies, avec les d'autres départements chargés de l'assainissement qui se chargent de ces visites-là. Donc, je peux dire qu'en réalité, à travers nos directions respectives, nous, agents de santé, nous, médecins, nous participons à ces visites. D'accord, Voilà. Merci beaucoup, docteur. Oui, une quatrième question, je crois. Allô? C'est Maïcha. Oui, vous êtes bien sûr Maïcha, madame. Ok, moi je suis Laetitia, j'appelle de Paris. Votre sujet de ce matin m'intéresse beaucoup, mais ma question c'est, est-ce qu'il y a une structure qui contrôle ces gens et est-ce qu'ils nous servent à manger? Merci beaucoup, madame. En fait, il y a la nutrition est pluridisciplinaire, c'est-à-dire qu'elle concerne plusieurs départements, hygiène, assainissement, santé, elle intéresse plusieurs départements, les collectivités territoriales à travers les mairies. Donc plusieurs départements sont intéressés. Et ces départements font des supervisions conjointes, elles sortent, elles vont sur le terrain, elles font des inspections également de manière conjointe. D'accord. Voilà. Nous avons reçu le professeur Akori Akiknan, qui est directeur général de l'Agence nationale de sécurité alimentaire, je crois. Et je crois qu'il en a parlé. Vous vous associez souvent à eux pour réguler ce domaine-là aussi? Oui. Ok, d'accord. Alors, docteur Diawara, on remarque que dans ces restaurants de fortune, les clients sont servis dans les mêmes assiettes, ils sont obligés d'utiliser souvent les mêmes couverts pour manger. Est-ce qu'ils peuvent, pour ceux qui n'ont vraiment pas les moyens, qui sont obligés de manger dans ces restaurants, est-ce qu'il y a de petites mesures comme ça de sécurité pour éviter d'attraper des maladies? Oui. En fait, je pense que même à la maison, nous mangeons dans les mêmes assiettes, les mêmes cuillères.
là n'est pas le véritable problème. Le véritable problème est au niveau de quand je finis, comment cette assiette est nettoyée avant qu'une autre personne ne vienne manger avec. Donc ça, c'est un problème parce que j'ai l'habitude de m'arrêter souvent, de voir cette eau dans laquelle les couverts sont nettoyés. Et je vous assure qu'elles ne sont pas très propres. Donc, l'idéal pour nous serait de ne pas consommer ou bien de bien regarder avant de consommer, parce que généralement, cette eau de vaisselle est juste à côté. Donc, de jeter un coup d'œil rapide sur l'environnement, voir s'il y a des mouches qui pullulent, si c'est à côté d'un tas d'ordures ou autre. Et si c'est le cas vraiment de se préserver, voilà, de manger cette nourriture-là. D'accord. Voilà. On a un téléspectateur qui souhaiterait que vous reveniez sur la question du choléra sur Facebook. Il demande que vous donniez encore plus d'informations. Est-ce qu'on peut attraper le choléra en mangeant dans ces endroits? Et si c'est le cas, qu'est-ce qu'il faut faire? D'accord. Donc, la transmission du choléra est aussi orofécale. Le choléra est dû à Vibrio cholerae qui est différent de Salmonella typhi. Mais vu que sa transmission est la même, donc les matières fécales peuvent souiller les liquides que l'on consomme, peuvent souiller les aliments que l'on consomme. Et la personne également, en vous donnant la main, ayant les matières fécales sur la main, ou ayant manipulé les vêtements de la personne, vous pouvez attraper le choléra. Donc, c'est les mêmes conditions, mais je rappelle que le cas du choléra est un cas très particulier, moins fréquent, heureusement d'ailleurs parce que plus mortel que ce que nous rencontrons ici. Ok. Au niveau de la direction de la santé publique, est-ce qu'il existe des campagnes de sensibilisation ou des actions qui sont menées pour éviter que certaines personnes puissent attraper la fièvre typhoïde, par exemple? Oui. La direction nationale, à travers le ministère de la Santé et au niveau intermédiaire, les directions régionaux, les directions régionales. Et également, au niveau des collectivités, au niveau de chaque commune, il y a les centres de santé de référence. Au niveau plus périphérique encore, au sein des quartiers, il y a les centres de santé communautaires. Donc la politique de l'État est de faire une grande sensibilisation autour de ces mesures d'hygiène-là. Donc à tous ces niveaux, on donne des conseils, on explique aux gens comment éviter et il y a même des semaines nationales qui sont organisées pour cela au Mali. D'accord. Merci beaucoup, docteur. Nous sommes au terme de cette émission. Est-ce que vous avez des conseils à donner à nos chers téléspectateurs? Oui. En fait, les conseils que je peux leur donner, au risque de me répéter, est de faire attention. Voilà, je pense que un enfant peut se dire que s'il ne mange pas, il va mourir de faim. Mais un adulte, c'est pas très sûr que dans une ville, une capitale nationale, que l'on meurt de faim. Donc, comme j'ai dit, il s'agit de faire un tour et puis de voir un peu si les conditions se prêtent, si les conditions d'hygiène sont assez bonnes pour que vous consommiez ce repas qui est préparé. Voilà, surtout que c'est des femmes qui préparent là, qui font la vaisselle là. Tout est là dehors. Tout est exposé. Voilà, tout est exposé. Donc on a le temps de voir. On a le temps de bien voir. Voilà, on a le temps de bien voir. D'accord. Merci beaucoup, docteur, pour votre participation à cette émission. Ça nous concerne aujourd'hui, c'est terminé. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Rendez-vous demain pour un autre numéro de Ça nous concerne. D'ici là, prenez soin de vous, mangez correctement, faites attention à ce que vous mangez, faites attention aux endroits où vous mangez. Cela est très, très, très important. Restez câblés sur Maïcha TV, les programmes continuent. Bye bye.